Alors, on poursuit avec les petits mensonges macronistes, pour reprendre l'expression de rapport de force. Cette fois, c'est en matière de santé que le gouvernement édulcore la réalité. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, 5% de lits sont temporairement fermés, faute de personnel soignant. Eh bien, on est bien loin des 20% annoncés par le Conseil scientifique. Arnaud Chiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Alors, C'est moi qui vous remercie, bien sûr. Avant de commencer l'interview, je vous propose d'écouter un petit récap de la situation. C'est un chiffre choc révélé par nos confrères de Libération. 20% des lits des hôpitaux ne seraient pas utilisés, faute de personnel soignant pour les ouvrir. Ce chiffre vient d'une enquête flash réalisée par le professeur Delfrécy, qui est à la tête du conseil scientifique chargé de proposer des solutions à l'exécutif pendant la crise du Covid. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ne nie pas l'ampleur du phénomène, mais jure de tout faire pour y pallier et rappelle les hausses de salaire décidées lors du Ségur de la santé. Beaucoup de nos soignants sont épuisés par la charge mentale et le rythme de travail de la crise. Avec un Ségur, je leur donne un cap et des raisons de tenir. De l'autre côté, j'active tout ce qui peut pallier le manque d'effectifs. Aux urgences de l'hôpital Necker à Paris, Patrick Pelou le constate chaque jour, il est de plus en plus difficile de trouver des lits pour les patients. Moi, je travaille au SAMU de Paris, vous passez une demi-heure, 1 heure pour trouver un lit pour un malade qui a une pathologie aiguë grave. On sait que plus les gens attendent sur des brancards aux urgences, plus on aggrave leur espérance de vie. La colère, elle monte chez les soignants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la colère, elle monte ? Souvent, vous savez, on nous compare à la SNCF ou à Air France ou aux routiers. Ah, les soignants, de toute façon, quand ils sont en grève, ils vont mettre un bandeau noir. Mais vous savez, des gens comme moi, on est très en colère. Je suis en train de réunir tous les syndicats et on est en train de réfléchir à des actions nationales dures, illimité, et je peux vous dire que ce ne sera pas un bandeau noir. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'on va en arriver là, parce qu'à force de faire les sourds, nous, qui sommes les garants de la sécurité des patients, on en a marre d'être l'assurance low cost et d'apporter une garantie low cost à la santé des Français, parce que nos tutelles ne nous écoutent pas. Monsieur, si vous êtes journaliste, Si demain on vous dit, écoutez, normalement vous avez besoin de 10 caméras, ce soir on va vous en donner qu'une. Mais vous allez râler. Et puis, puis après, vous allez dire, je ne peux pas faire un journal de qualité. Nous, c'est pareil. On ne peut pas travailler sans infirmière. Alors, le ministère de l'Intérieur nous a habitués à recenser 2 à 4 fois moins de manifestants que les organisateurs. Mais là, c'est le ministère des Solidarités et de la Santé qui crée la surprise en contestant les chiffres du Conseil scientifique, une organisation consultatif qui réunit d'éminents experts et qu'il a lui-même fondé. Alors pour Olivier Véran, l'heure ne semble pas si grave. Les Françaises et les Français ont besoin de savoir qui dit la vérité. Arnaud Chiche. C'est vrai que quand on écoute votre reportage, il y a un truc qui est mieux déjà, c'est contester une analyse du Conseil scientifique. Ça me paraît un peu fou. Et en fait, le Conseil scientifique, il est proche du président, mais forcément, le ministre de la Santé, il ne doit pas être très loin non plus du Conseil scientifique. Et c'est très perturbant, je trouve, d'entendre que finalement le ministre conteste les chiffres d'un travail demandé par le professeur Delfrécy. Alors après, il est très intelligent et pertinent et scientifique aussi de dire on va faire quand même une contre-étude pour vérifier, parce que si vous voulez, c'est vrai que l'ampleur est tellement énorme que finalement, vous savez, en sciences et en médecine, on essaye de confirmer les choses. Bon. Toujours est-il, madame, que dans le cadre de mon collectif, moi, de toute façon, je reçois les lits qui ferment, les services qui ferment, les témoignages de soignants. Ils ne les inventent pas. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hier, le ministre, il était à Blois pour visiter l'hôpital de Blois. Et il y a des gens de Blois qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'en fait, à Blois, ils étaient en grande souffrance également. Mais que le directeur de l'hôpital de Blois avait fait en sorte de visiter un service qui était bien pourvu en infirmières. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Bon, alors là, j'ai un élément de réponse. La situation en France, elle est catastrophique. Parce qu'en fait, il y a un processus qui est amorcé, qui va être difficile à enrayer. Il est là le problème. Mon collectif, il est né il y a 18 mois. Mais vous savez, les syndicats, ça fait 10 ans qu'ils hurlent partout dans leur combat.
Jeunes Médecins, SNFAR, les autres collectifs interhôpitaux, interurgences. Nous, on est un peu les derniers nés, si vous voulez, parce que moi, je ne me prédestinais pas du tout à ça. Et moi, c'est le Ségur qui m'a fait bondir, parce qu'en fait, quand le Ségur de la santé est sorti, contrairement à ce que dit le ministre aujourd'hui, je me suis rendu compte de la catastrophe à venir. Parce qu'en fait, le Ségur, il est insuffisant, il a fractionné la santé, il a oublié des professions, il a oublié, madame, quelque chose de dingue. Vous savez qu'en France, vous pouvez vous faire opérer jour et nuit. Mais les tarifs de nuit, les tarifs de travail de nuit pour les médecins, les paramédicaux, ils sont juste insultants, indécents. Eh bien, le Ségur, initialement, avait prévu de revaloriser le travail de nuit. Et puis, finalement, les syndicats qui ont signé le Ségur, qui ne sont absolument pas représentatifs réellement des soignants, parce que ça, c'est aussi un sujet. Si vous voulez, il y a des gros syndicats qui avaient quitté la table du Ségur, et d'autres petits syndicats qui, pour se faire bien voir auprès du ministre, ont signé. Eh bien justement, peut-être qu'au passage, on pourrait parler du Ségur qui a permis 1,5 million de professionnels de pouvoir s'exprimer, etc., qui représente un peu ça, à accorder ces personnes-là 183 € net par mois. Est-ce que pour vous, c'était suffisant comme chose mise sur la table, ou pas du tout? Mais non, regardez, je vais vous donner un exemple très concret, parce que si vous voulez, bon, je connais pas trop, enfin, si vous voulez, aujourd'hui, les infirmières, par exemple, qui travaillent dans des grands CHU de grandes villes. Je vais vous prendre l'exemple de Bordeaux, parce que j'ai eu au téléphone le chef de service de la réanimation de Bordeaux. Les infirmières n'ont plus les moyens de loger dans le centre-ville de Bordeaux, en tout cas à proximité du gros hôpital. Résultat, elles s'éloignent. Résultat, elles font du kilomètre et elles s'éloignent pour aller habiter plus loin parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer les loyers. Alors, je vous laisse répondre. Est-ce que vous pensez qu'avec 180 balles de plus, on va pouvoir payer un loyer? Autre exemple, les aidantes à domicile, celles qui permettent à nos personnes âgées de rester chez elles avec des soins et d'éviter de venir à l'hôpital. Vous savez qu'aujourd'hui, heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, on aurait encore plus de monde qui viendrait à l'hôpital et on n'aurait pas les moyens de s'occuper d'eux. Donc les aidantes à domicile aujourd'hui, qui sont les héroïnes de la société, je vous le dis, elles gagnent en moyenne entre 600 et 800 €. Bon, elles n'ont pas été concernées par le Ségur. Ou en tout cas, quand bien même certaines ont été concernées, pas toutes, est-ce qu'avec 180 balles, on peut s'acheter une voiture? La réponse est non. Quand vous gagnez 183 € de plus, après vous allez à la pompe faire un plein, comme tout le monde, parce que c'est bien gentil les voitures électriques, mais qui a les moyens de s'en acheter aujourd'hui? Pas les soignants assurément. 183, vous enlevez 100 € de plein, il ne reste plus que 80 €. Bon, si vous voulez, c'est bon. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entamer une procédure type Ségur, la démarche est bonne et nous la saluons, mais intellectuellement et scientifiquement, il faut regarder ce qui se passe après le Ségur. Moi, je le savais, parce que moi, je suis un devin. Je savais que ce serait la catastrophe. 18 mois après, c'est la catastrophe. Parce que Pourquoi les tutelles ne se remettent un petit peu pas en question? Les soignants, ils ont besoin d'entendre un truc aujourd'hui. Ils ont besoin d'entendre un truc. On va prendre soin de ceux qui sont en place, premièrement, pour les fidéliser, pour arrêter l'hémorragie. Vous comprenez? Il faut arrêter l'hémorragie. Tout le monde arrête, tout le monde change de métier. Il faut arrêter l'hémorragie. Ça, c'est le premier point. Pour une action immédiate. Ensuite, action moyen terme, parce que vous savez, il ne faut pas être bête non plus. On sait très bien que les choses, elles ne vont pas mettre 6 mois à changer. Mais les soignants, le monde de la santé et les Français ont besoin d'entendre qu'on va démarrer un New Deal, un plan Marshall de la santé, un peu comme certains le disent. Oui, mais il faut le faire sur 5 ou 10 ans, pour faire en sorte que tout cela n'arrive plus jamais. Vous comprenez? Parce que le souci, c'est que, écoutez les informations... Mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard, en fait, aujourd'hui, pardon monsieur, de dire cela, en fait? Bon, on comprend bien tout ça, mais là, il y a quand même quelque chose de pas nouveau. On le disait quand vous avez perdu au téléphone tout à l'heure, que c'est pas des choses qui arrivent par hasard. Tout cela est politique, des budgets sont votés chaque année. On a encore rappelé tout à l'heure un budget de la santé qui a diminué de 800 millions, qui, même si on le touchait pas, ne suffirait pas, puisque chaque année, la population vieillit, grandit, a besoin de plus de soins. Est-ce que c'est pas déjà, je me fais l'avocat du diable, mais trop tard, ou alors vous avez encore de l'espoir de changer les choses? Est-ce qu'il ne faudrait pas un sursaut de tous les personnels de soins et des Français en fait derrière, et pas que les applaudissements? Alors oui, mais vous avez raison monsieur, oui, il est trop tard. Il est trop tard et c'est en fait le constat d'échec de négociations syndicales politiques qui ont échoué pendant 20 ans. C'est pour ça que les collectifs et les associations comme la mienne ont une place, parce qu'en fait moi, si vous voulez, je suis une interface entre les syndicats et les politiques. Vous savez, j'ai eu le ministre de la Santé hier au téléphone, j'ai le ministère de la Santé régulièrement en ligne régulièrement. Si vous voulez, nous on est là pour... Qu'est-ce qu'il vous dit d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous l'avez... L'interface. Mais en fait, vous avez raison, c'est pour ça que
C'est pour ça que j'ai annoncé dans les médias cette semaine que j'étais en train de réunir toutes les corporations de soignants, toutes les corporations syndicales, toutes les corporations associatives. Je les réunis toutes et on va voir ensemble ce qu'on fait. Mais il est bien évident que ce ne sera pas les ambulanciers seuls, les manipulateurs radio seuls, les techniciens de laboratoire seuls ou les aidantes à domicile seuls. Je pense que la seule manière d'être écouté par le président Macron aujourd'hui, c'est de lui montrer qu'on est plus fort que lui. Alors, la SNCF, effectivement, il bloque tout, les routiers bloquent tout. Je vous laisse imaginer ce que les soignants peuvent bloquer. Et s'il faut le faire, on va le faire. Vous savez, c'est nouveau dans mon discours, hein. Je n'ai jamais dit ça. Ouais. Parce que vous avez créé le collectif Santé en danger, on le rappelle, en juillet 2020, alors que les conclusions du Ségur de la santé sont annoncées, qu'un protocole d'accord a été signé par certains syndicats. Et parmi vos nombreuses revendications, vous demandez la réouverture immédiate des négociations trop vite entérinées du Ségur de la santé. En fait, vous réclamez un Ségur 2. Vous nous disiez que vous aviez assez régulièrement le ministère des Solidarités et de la Santé. Est-ce qu'ils sont ouverts à cette proposition ? Un Ségur 2 En fait, vous savez, oui. En fait, vous savez, bon, il faut, vous savez, si on veut être sérieux, donc si on veut être sérieux, il faut, si vous voulez, une approche pragmatique des choses. Moi, je suis pas politique et je suis pas un syndicat. Je suis un médecin lambda. Bon, je pourrais être boulanger, hein. Je suis un médecin. Donc je me dis pourquoi ça marche pas. Donc j'essaye de comprendre le système. Mais j'ai compris le système. Et votre interlocuteur, il l'a dit juste avant. À chaque fois que j'ai le ministère au téléphone et que les sages-femmes, elles sont dans la rue, je leur dis, vous ne pouvez pas ne rien faire pour les sages-femmes. Ces filles-là, et ces hommes, il y a des hommes sages-femmes, méritent qu'on fasse plus pour elles. Et vous savez ce qu'on me répond à chaque fois ? Vous avez raison. Vous avez raison. Mes demandes sont validées à chaque fois. Oui, mais comment ça se passe ? Olivier Véran, ministre de tutelle, il va négocier avec Jean Castex. Et c'est Jean Castex qui donne les millions ou les milliards. Comprenez ? Et en fait, Olivier Véran, il va voir Jean Castex, mais tous les ministres vont voir Jean Castex. Donc en fait, là, je mets le doigt sur la priorité à accorder les budgets. Alors maintenant, on va un tout petit peu dézoomer. Moi, je peux très bien comprendre que si vous voulez, par exemple, l'éducation ou la justice, elle a aussi besoin d'argent. Je ne suis pas idiot. Il n'y a pas que la santé dans la vie. Oui, mais madame, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la fiscalité des grandes entreprises, elle est si avantageuse. Bien sûr. Pourquoi on permet à des grandes entreprises de ne pas payer de l'impôt par milliard. Et il est là le problème. Donc moi, Google, Facebook, Amazon, même si je les utilise régulièrement comme tout le monde, ces gens-là, je ne les plains pas. D'accord ? Ces gens-là, je ne les plains pas. Et moi, ma vie demain, elle peut vivre. Moi, je peux vivre sans Google, Amazon et Facebook. Par contre, je sais que vous, madame, vous ne pourrez pas vivre sans hôpital et sans médecin. Donc en fait, là, je mets le doigt sur la priorisation à faire dans l'analyse des choses essentielles à la vie. Et ça, c'est aux Français de le faire. Monsieur, parce que c'est bien gentil de voter Macron. Évidemment, on risque d'être encore cocu, hein, parce que si Macron est face à une extrême, évidemment qu'on va tous essayer d'éviter l'extrême. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est que Macron il soit en face d'un candidat qui ne soit pas une extrême, pour qu'on puisse changer le logiciel. Vous comprenez ? Et en fait, ce qui me fout hors de moi, c'est que peut-être comme certains auditeurs, j'ai des enfants, ils vont à l'école, ils ont besoin de manger et ils ont besoin d'être en bonne santé. Mais est-ce que la situation justement n'est pas déjà, vous parlez d'extrême là, est-ce que la situation pour vous et pour vos collègues n'est pas déjà extrême d'avoir des budgets qui réduisent chaque année, de ne pas être écoutés, d'être trahis, est-ce que c'est déjà pas dans l'extrême ? Je ne devrais pas vous le dire. Hein. Je ne devrais pas vous le dire. Là, vous avez au téléphone un médecin qui a travaillé non-stop, écoutez bien, de mardi matin à jeudi après-midi, jour et nuit compris. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai pas fait ça de gaieté de cœur. Et j'ai pas fait ça, je n'ai pas mis en danger les malades, parce que du coup, j'ai modifié mon activité. C'est-à-dire que mes activités de jour, je n'ai pas fait d'actes techniques, je n'ai pas fait si vous voulez, parce que j'ai pas le droit de faire ça. Mais j'ai fait ça pourquoi ? Parce que dans la nuit de mardi à mercredi, dans un SMUR de ma région, il n'y avait pas de médecin. Donc j'ai été prendre la garde. Ensuite, j'ai repris mon travail mercredi, et mercredi soir, j'ai voulu mettre au repos un médecin urgentiste qui était de garde aux urgences, parce que la semaine d'avant, il avait fait 4 gardes. Et je l'avais croisé dimanche soir, parce que dimanche dernier, j'étais d'astreinte tout le week-end, et je l'avais vu, et je le trouvais transparent, livide. Sauf qu'en fait, il a 10 ans de moins que moi.
Il a 35 ans et c'est un jeune médecin motivé qui a accepté d'être chef des urgences de mon établissement. Et quand je l'ai vu, je suis quand même docteur, bon alors j'ai un peu d'empathie pour les gens en général, mais je suis avant tout docteur, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ce garçon, il va tomber malade. Donc je lui ai dit, mercredi soir, tu ne bosses pas. Donc j'ai fait aussi la nuit de mercredi à jeudi. Et puis ensuite, j'ai essayé de faire face à ma responsabilité jeudi pour essayer de rentrer pas trop tard jeudi après-midi et faire une petite sieste et puis ensuite passer la soirée avec ma fille qui est étudiante. Bon ben voilà madame et monsieur, voilà les conséquences aujourd'hui de la situation dans les hôpitaux. Alors oui, vous avez raison, c'est déjà trop tard. Mais bon, on va pas, encore une fois, on va pas laisser mourir les gens. Bien Mais sûr. on va pas mourir les gens, aujourd'hui. Par contre, on se doit, moi c'est mon obligation de professionnel, et c'est pour ça que je suis en ligne avec vous ce matin, on se doit de prendre une plaque de marbre, de quoi graver dedans, et on se doit avec les associations, les syndicats, éventuellement ceux qui ont signé le Ségur s'ils demandent pardon, les syndicats, les associations, les collectifs, on se doit de manière indispensable d'écrire un système de santé innovant, réformé, intelligent, éco-responsable, avec de la prévention pour le 21e siècle. Et à Parce quelques que là, on vit dans un système qui n'est plus viable. Voilà, c'est tout. À quelques mois des présidentielles, est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse complètement rénover justement le système de santé et même le révolutionner? Oui, alors écoutez, je vais vous répondre sans vouloir défendre ma chapelle, hein, madame, parce Bien que sûr. vous avez compris que je ne suis pas dans le narcissisme, et moi j'appelle à l'union de tous, hein, et donc mon cas personnel n'est pas bon. Vous savez, il y a un an, moi j'ai juste ouvert une page Facebook et j'étais tout seul dessus. Un an après, on est 210 000, je suis en contact avec l'Élysée, avec le ministre de la Santé, avec tous les sénateurs, tous les députés, je rencontre François Ruffin la semaine prochaine, je rencontre François Hollande dans 10 jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on se mobilise pour des combats justes, Bien sûr. on peut faire de grandes choses. Et en parlant de grandes en choses, fait, justement, vous si on raisonne par l'impossibilité de faire des choses, on reste dans son canapé le soir, on s'ouvre une bière et on pleure. Bon, c'est pas ma cam, et je ne sais pas si on va y arriver, Et on ne mais vise en pas les tout personnes cas, qui le je vais font. tout faire pour. Et vous savez, quand j'ai ouvert mon collectif, bon, c'était une idée de ma femme à l'époque, qui aujourd'hui s'en mord les doigts. C'est une idée de ma femme, d'ailleurs, elle refuse, elle conteste cette réalité-là. À l'époque, quand elle m'a dit tu dois faire un collectif, je lui ai dit écoute, si tu me demandes de faire ça, après c'est une histoire de personnalité, de caractère. Je lui ai dit tu sais, j'irai au bout. Et madame, j'irai au bout du bout. Bon, je vais pas je vais pas faire de conneries, mais j'irai au bout du bout dans le combat. Notre Voilà. santé est éclopée, notre santé est gravement malade. Ce constat Oui. que vous faites, c'est celui d'un hôpital public confronté à un démantèlement féroce qui Oui. profite à En la fait, si vous voulez, privatisation en fait, de la ce que vous santé. ce que La vous devez privatisation, comprendre, la est que, clinique en fait, privée, elle se ouais. porte à merveille, on imagine. Non, c'est pas vrai. Ne me dites pas ça, c'est pas vrai. Moi, par exemple, je travaille dans une clinique privée d'intérêt général. Donc, pour les gens, c'est comme un hôpital. C'est pas vrai, madame. Les problématiques Clinique sont les privée mêmes. d'intérêt Il faut général. arrêter, il faut pas fantasmer là-dessus. Il y a effectivement des médecins qui quittent l'hôpital public pour aller en clinique pour mieux gagner leur vie, c'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qui sont pas à la noce. Non, il faut pas fantasmer là-dessus, il faut pas opposer les uns aux autres parce que c'est pas constructif et c'est pas la vraie vie. Ah non, c'est Mais- juste d'écrire une réalité, en fait, et un état de fait. C'est finalement, on démantèle l'hôpital public, on réduit les Tout à fait. effectifs et les budgets, Et on favorise finalement, le privé, ça, exactement. c'est Donc, documenté. Oui, en et, fait, là où vous avez raison, si vous voulez, c'est que là, il y a si vous voulez, en fait, il y avait déjà une hémorragie. Vous savez, le collectif Interhôpitaux, SNFAR, Jeunes Médecins, les syndicats, vous entendez souvent Jérôme Marty, le collectif Interbloc, collectif Interréanimation. Bon, tous ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils disent attention, il y a une fuite dans le système. Bon, le problème, c'est que a ouvert la brèche, a ouvert la plaie, en gros. Bon, et du coup, avec le Covid, tout s'est accéléré. Pourquoi? Parce que pour les soignants, ça a été l'enfer. Et en fait, ceux qui étaient déjà pas très motivés, ils se sont dit on arrête. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le scandale sanitaire, il n'est pas qu'aujourd'hui, madame. Et ça, faut quand même le reconnaître. Alors vous allez me répondre, oui, mais enfin, ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, ils étaient dans les gouvernements précédents. C'est pas faux. La Macronie, ça n'est quand même qu'un rassemblement de républicains, de socialistes, etc. Donc faut pas nous prendre pour des cons. Hein. C'était les mêmes qu'avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Jean Castex, la T2A, etc. En fait, ils ont essayé de faire un hôpital rentable.
Mais qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise pour qu'elle soit rentable? On essaye de limiter les investissements. On fait les Et économies, tout ça, on le connaît. Le production. Et donc là, on est au bout du raisonnement. On est au bout du bout. Alors là, aujourd'hui, Olivier Véran, mais je veux pas faire du Véran bashing. Bon, même si vous vous doutez bien que je suis pas en phase avec lui. Bon, mais Olivier Véran me disait au téléphone, voilà, on a prévu des millions pour acheter des pèse-personnes, pour acheter du matériel. Mais j'écoutais ça et je me suis assis. Et on doit applaudir aujourd'hui parce que on achète un lève-personne, un lève-malade dans un service avec des gens qui sont pas capables de bouger. Aujourd'hui, en octobre 2021, on doit se réjouir quand on est français, quand on paye l'impôt qu'on paye. Parce que des infirmières ont pu acheter un lève-malade. Non mais on est où là? Effectivement, monsieur Dupont, on comprend bien votre colère et on imagine que système low cost. On imagine bien que c'est partagé par le plus grand nombre autour de vous. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Justement, ce système low cost, parce que vous disiez on a basculé vers un système low cost, mais finalement, est-ce qu'on n'était pas déjà depuis 10, 15 ans dans ce système low cost? On s'enfonce dans ce système low cost. Ça fait quelques années que je commence un peu à voyager de temps en temps. Vous prenez l'avion comme moi. Vous avez bien vu que quand on est sur du low cost, on n'a pas de petit-déj, on n'a pas de repas. Et si jamais on veut une bière, on doit la payer. Bon, c'est pareil. Et or, on a été habitué à prendre l'avion il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, où en fait, dès qu'on faisait un petit voyage en avion, on avait un plateau repas, et c'était sympa, et puis voilà. Bon, moi, j'ai connu ça, moi. Et c'est pareil. Voilà. Maintenant, c'est du low cost. Ça fait 15 ans que c'est du low cost, la bouffe, elle n'est pas très bonne. Ça veut dire qu'il y a du délai d'attente pour se faire opérer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de radiologue. Ça veut dire que... Vous avez entendu le neurologue de l'hôpital de Bichat hier? Oui. Il a plus d'infirmières, il a plus de lits pour hospitaliser les gens qui font des AVC. Ça veut dire qu'en fait, même les filières très spécifiques, cardiologie, prise en charge des infarctus, gastro-entérologie, neurologie, des filières que parfois les Français connaissent un petit peu moins, mais qui permettent de soigner des patients tout de suite de complications graves. Et même ces filières-là, en fait, elles n'ont plus d'infirmières. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, le peu d'infirmières qui reste, le peu d'infirmières qui reste, si vous voulez, il y a pas assez d'infirmières et donc, forcément, on est dans de la pénurie et de la carence. Bien sûr, moi, j'ai dit au ministre, par exemple, il me semble urgent de faire un grand recensement des forces en présence. Et ce à quoi il m'a répondu, vous inquiétez pas, on le fait déjà. Bon, d'accord, très bien. Austérité, coupe budgétaire. Austérité, coupe budgétaire, mépris. Votre collectif Santé en danger dénonce une politique de santé catastrophique et annonce des actions dures dans les prochains jours. Quelles sont-elles, Arnaud Chiche, ces actions? Madame, vous comprendrez bien que pour la sécurité de ces actions-là qui sont en cours de programmation... Sans nous dire précisément quelles actions, quels jours, avec qui. Je ne peux pas les révéler ce matin. Vous vous rendez bien compte que je dois obtenir d'abord l'accord des partenaires. L'accord des partenaires, ça veut dire se rencontrer. La rencontre est prévue. La date est organisée. La rencontre est prévue avec tous les partenaires. Mais vous savez, c'est un monde délicat. Ces gens-là, tous les partenaires que j'essaie de rassembler, il faut bien comprendre que ça fait 30 ans que chacun lutte de son côté. Parce qu'en fait, si vous voulez, on s'est amusé à séparer les différents maillons de la chaîne de la santé. Et donc, en fait, si vous voulez, chaque maillon se défend un peu pour sa paroisse et il n'est pas habitué à se dire « venez tous ensemble ». Alors, ce que j'essaye de faire très vite, c'est-à-dire rassembler tout le monde, n'est pas une chose aisée. Mais j'y vais doucement, j'y vais avec mes moyens, j'essaye d'y aller avec ma force de persuasion et assurément, quand bien même il manque du monde, je peux vous dire qu'il y aura les ambulanciers, les sages-femmes, les IAD, les IBOT, les médecins, les infirmiers libéraux, il y aura les aidants à domicile, il y aura les techniciens de labo, il y aura les manipulateurs de radio. Bon écoutez, s'il n'y a que ces gens-là, ça ira. Merci Arnaud Chiche. En tout cas, nous, on va suivre tout ça de très près et on espère qu'on pourra poursuivre cet échange avec vous après avoir lancé ces actions. En tout cas, madame, je voudrais juste que vous notiez une chose. Et vous savez, je ne suis pas dans l'autosatisfaction, pas du tout. Mais il y a une chose fondamentale, c'est que la désunion, le gouvernement et les tutelles se nourrissent de la désunion des acteurs. C'est-à-dire que les gens qui se battent par corporation, ça ne marchera pas. Je respecte les syndicats des corporations, mais ça ne marchera pas. La seule manière de leur tordre le cou, c'est d'être unis. Et ce qu'on essaye de faire, c'est pas une bannière. Vous savez, nous, on ne demande pas aux gens de venir dans le collectif. On demande aux soignants, mais
Ceux qui sont structurés, les autres collectifs, les syndicats, on leur dit pas venez chez nous, non, on leur dit venez à côté de nous. Venez à côté de nous. Et ça, dans l'histoire de la santé et de la lutte et du militantisme dans la santé, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on essaye. Et on doit ça à nos enfants, à nos parents et à nos grands-parents, et on doit ça aux générations de demain. Merci à Arnaud Chi d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée. Et on vous souhaite une excellente journée. Et une fois de plus, on suit de très près tous les travaux, les actions et les réflexions que vous menez autour de cette réforme de l'hôpital public.